Mon père a dit nonchalamment que je pourrais dormir sur le canapé convertible. Après avoir décidé que ma chambre reviendrait à la fille de ma sœur, je l'ai simplement regardé et j'y ai répondu dans ma propre maison que cela n'arriverait jamais. Pendant quelques secondes, le seul son dans ma salle à manger était le léger crépitement de la cheminée et le cliquetis de la fourchette de ma mère contre son assiette. J'y ai fixé ma sœur, Élodie, convaincue d'avoir mal entendu. J'y ai demandé de quelle chambre elle parlait. Élodie m'a lancé un regard impatient. Elle portait le pull crème que je lui avais acheté au Noël précédent, celui dont elle s'était plainte parce que la nuance des ivoires n'était pas tout à fait la bonne. À côté d'elle, ma nièce de 9 ans, Chloé, séparait soigneusement les petits pois de la purée de pommes de terre avec le bord de sa fourchette. Élodie a précisé qu'il s'agissait de ma chambre des amis, celle à l'étage avec le siège près de la fenêtre. Elle a ajouté que Chloé elle adorait et qu'elle avait besoin d'un endroit stable pour dormir pendant qu'elle réglait ses affaires. Ma main s'est serrée autour de mon verre de vin. La chambre dont elle parlait n'était pas restée une simple chambre des amis très longtemps. Pendant presque 2 ans, ce n'était qu'une pièce négligée avec un sol gondolé, du plâtre fissuré et un vieux radiateur qui gémissait comme s'il était hanté. 3 mois plus tôt, après des années à retarder tout ce qui me semblait un peu trop indulgent, elle avait enfin rénové. J'y avais dépensé 22 000 €. Un nouveau parquet en chêne, des étagères sur mesure, un coin lecture intégré sous la baie vitrée, des murs et un verre sauge apaisant, des rideaux en lin, un vrai matelas de qualité. Un éclairage chaleureux et un petit bureau où je consultais parfois les dossiers des patients quand je ne voulais pas rester dans mon bureau au rez-de-chaussée. C'était paisible. Après des gardes de 12 heures à la clinique vétérinaire, après des chirurgies des urgences, des animaux effrayés et des propriétaires en larmes sur mon épaule, cette pièce était devenue l'endroit le plus calme de ma vie. Élodie savait tout cela. Elle m'avait regardé choisir les échantillons de peinture. Elle m'avait envoyé des liens pour des lampes qu'elle trouvait jolies pour la table de chevet. Elle avait même plaisanté en disant que c'était plus beau que la plupart des chambres des hôtels qu'elle pouvait s'offrir. Maintenant, elle la réclamait pour sa fille comme si ma maison était un hôtel qu'elle avait réservé sans me le dire. J'y ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle avait arrêté de déplacer ses petits pois. Ses épaules étaient tendues. Ses yeux étaient fixés vers le bas. Rien de tout cela n'était de sa faute. J'y ai demandé sur un ton calme de quoi elle parlait exactement. Élodie a soupiré de manière dramatique. Elle a rappelé que son bail se terminait. Je lui ai répondu qu'elle m'avait dit que son propriétaire augmentait le loyer et qu'elle ne pouvait pas justifier de le renouveler, mais que ce n'était pas la même chose que de dire qu'elle emménageait chez moi. Mon père a posé sa fourchette avec un petit bruit sec. Il a prononcé mon prénom, Camille, en utilisant ce ton qu'il avait perfectionné quand j'y étais enfant, un ton lent, lourd et déçu. Il a dit que ma sœur traversait une transition difficile. Élodie s'est adossée à sa chaise en croisant les bras. Elle a affirmé qu'elle ne demandait pas grand-chose. J'y ai répliqué qu'elle n'avait rien demandé du tout mais qu'elle venait d'annoncer que ma chambre appartenait à sa fille. Ma mère m'a lancé un regard suppliant depuis l'autre bout de la table. Elle a demandé de ne pas rendre Noël désagréable. J'y ai failli rire. La salle à manger sentait le chapon rôti, les bougies à la cannelle et la guirlande de pain coûteuse que ma mère m'avait forcé à acheter parce que mes vieilles décorations étaient un peu tristes. J'y avais travaillé jusqu'à presque minuit la veille après une opération des urgences sur un labrador qui avait avalé un jouet en plastique. Puis je m'étais levée à 6 heures pour commencer à cuisiner pour tout le monde. Élodie était arrivée avec 40 minutes de retard avec Chloé et un récipient vide parce qu'elle voulait les restes. Mon père avait apporté du vin qu'il savait que je ne buvais pas. Ma mère avait critiqué ma nappe avant même d'enlever son manteau. En 5 minutes de dîner, c'était moi qui menaçais de rendre Noël désagréable. J'y ai demandé combien de temps elle comptait rester. Élodie a haussé les épaules. Elle a dit qu'elle ne savait pas, peut-être quelques mois ou plus, car le marché immobilier était ridicule. J'y ai demandé où elle comptait dormir. Un autre silence s'est installé. Élodie a regardé mon père. Il s'est raclé la gorge. Il a déclaré qu'évidemment Chloé avait besoin de la chambre rénovée pour sa stabilité et que Élodie pourrait prendre ma chambre temporairement. J'y ai cligné des yeux.
Ma propre chambre. Mon père a ajouté que J avait un très bon canapé en bas et qu'il était convertible, n'est-ce pas? Pendant un instant étrange, J ai entendu chaque son dans la pièce avec une clarté surnaturelle. Le tic-tac de l'horloge au mur, le vent contre les fenêtres, le faible ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine, la petite inspiration de Chloé. J'y ai regardé autour de la table les trois adultes qui attendaient que j'y accepte que la solution logique au problème financier de ma sœur soit de céder toute ma maison pièce par pièce jusqu'à ce que je dorme sur un canapé-lit dans mon propre salon. Et l'expression de mon père était ferme. Celle de ma mère était anxieuse mais pleine d'espoir. Celle d'Élodie était presque ennuyée. Il croyait vraiment que j'y allais dire oui. C'était la pire partie. Pas l'arrogance, ni même la supposition, mais la certitude. Ils avaient passé des années à m'entraîner à être raisonnable, généreuse et accommodante. Ils avaient appris que je me plaindrais discrètement, que je perdrais le sommeil en privé et que je finirais par faire tout ce qui rendait la vie des autres plus facile. Ils ne réalisaient pas que quelque chose en moi s'était finalement tu. J'y ai levé mon verre de vin, j'y ai pris une petite gorgée et j'y ai hoché la tête. J'y ai dit que c'était des accords. Les épaules d'Élodie se sont immédiatement détendues. Ma mère a chuchoté un merci. Mon père a repris sa fourchette comme si l'affaire avait été réglée de manière appropriée. Élodie a souri et elle s'est tournée vers Chloé en lui disant qu'elle avait bien dit que tata Camille comprendrait. Chloé n'a pas souri en retour. J'y ai fini le dîner, servi le dessert, emballé les restes, chargé le lave-vaisselle et embrassé mes parents sur le pas de la porte. Élodie s'est attardée derrière eux en faisant défiler des choses sur son téléphone pendant que Chloé fermait son manteau. Elle a dit qu'elle apporterait des cartons le week-end prochain et que je devrais vider mes dossiers médicaux du bureau car Chloé aurait besoin de place pour ses devoirs. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. J'y ai demandé ce qu'il en était de ses meubles. Elle a répondu qu'elle vendrait la plupart des entre eux car payer un garde-meuble ne servait à rien. J'y ai demandé ce qu'il en était de son petit ami. Ses yeux ont vacillé. Elle a demandé ce qu'il y avait avec lui. J'y ai demandé si Marc emménageait aussi. Élodie a levé les yeux au ciel. Elle a dit pas immédiatement, peut-être plus tard selon comment les choses se passeraient, qu'il n'en avait pas encore discuté proprement. Bien sûr que non. Élodie avait 34 ans. Elle avait toujours traité l'organisation comme quelque chose que les autres faisaient pour elle. Elle dérivait des urgences en urgences, chacune atterrissant d'une manière ou d'une autre sur mes genoux, emballée dans le langage de l'obligation familiale. Quand elle avait perdu son emploi dans un studio de fitness 3 ans plus tôt, j'y avais payé son loyer pendant 4 mois. Quand elle avait eu besoin d'une caution pour un nouvel appartement après sa séparation avec le père de Chloé, j'y avais transféré 3 500 € sans hésiter. Quand l'école de Chloé avait organisé une classe de merde et une semaine que Élodie ne pouvait pas payer, j'y avais payé aussi parce que Chloé méritait d'y aller. Quand la voiture d'Élodie avait besoin de réparation, quand sa facture d'électricité était en retard, quand elle voulait suivre une formation de marketing en ligne qu'elle n'a jamais terminée, elle m'appelait. Parfois elle demandait gentiment, parfois elle pleurait, parfois ma mère m'appelait en premier pour me préparer. Et l'argent quittait toujours mon compte. Il revenait rarement. J'y aimais ma nièce. C'était le levier qu'ils utilisaient le plus souvent. Ils me demandaient si je voulais que Chloé souffre à cause de problèmes des adultes. Non, je ne le voulais pas. Mais à un moment donné, empêcher Chloé de souffrir était devenu impossible à distinguer du fait d'empêcher Élodie de faire face aux conséquences de ses propres choix. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je suis montée à l'étage et je me suis tenue sur le seuil de la chambre rénovée. La lumière de la lune se répandait sur le parquet en chêne. Les rideaux en lin bougeaient légèrement au-dessus du radiateur. Un livre que je lisais était resté ouvert sur le siège de la fenêtre à côté d'une couverture pliée. Je me suis souvenu de la semaine où les entrepreneurs avaient fini. J'y étais rentrée à la maison après avoir perdu un vieux Golden Retriever pendant une chirurgie. Je savais que le chien avait peu de chances de survivre quand le propriétaire l'avait apporté, mais j'y avais essayé quand même. Après, je m'étais assise seule dans cette pièce, encore chaussée, et j'y avais pleuré jusqu'à ce que le ciel devienne noir. Ce n'était pas juste une chambre des amis.
C'était la première chose que J avait créée entièrement pour moi. Aucune justification pratique, aucune urgence familiale, aucune culpabilité. Je me suis assise sur le siège de la fenêtre, J ai ouvert mon ordinateur et J ai fixé à l'écran. Puis J ai appelé Sophie. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix chargée de sommeil. Elle a demandé si tout allait bien ou s'il y avait une urgence. Sophie était mon amie depuis l'université. Elle était aussi l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison 6 ans plus tôt. J ai dit que je voulais vendre. Il y a eu une pause. Elle a demandé vendre quoi? J ai répondu ma maison. Une autre pause. Elle a répété ma maison. J ai dit oui, à 11h45 le soir de Noël. Oui. Sophie s'est réveillée rapidement après ça. Elle a demandé si j'y étais sérieuse. J'y ai dit complètement. Elle a demandé ce qui s'était passé. J'y ai répondu que ma famille avait décidé d'emménager dedans. Elle a laissé échapper un long soupir. Elle a demandé sans me demander mon avis. J'y ai dit qu'il l'avait demandé après avoir décidé. Elle a demandé si j'y avais dit non. J'y ai hoché la tête. J'y ai dit à Sophie que j'y en avais fini de me disputer avec des gens qui croyaient que ma réponse était négociable. Sophie est restée silencieuse un moment. Puis sa voix est devenue professionnelle. Elle a dit que le quartier était très recherché, que mes rénovations allaient aider et que j'y avais une bonne plus-value potentielle. Elle a demandé si je pensais à un délai de mise en vente standard. J'y ai dit non. Elle a demandé ce que je prévoyais. J'y ai dit acheteur au comptant uniquement, vente en l'état, clôture rapide en 14 jours. Elle a prévenu que cela réduirait le nombre des acheteurs et que je pourrais perdre de l'argent sur la table. J'y ai dit que je savais. Elle a demandé si j'y avais un endroit où aller. J'y ai répondu que je pouvais louer une maison de ville meublée près de la clinique pendant quelques mois. Le docteur Lefebvre essayait de me convaincre de racheter des parts du cabinet et de me rapprocher. De toute façon, Sophie connaissait l'offre. Mon patron, le docteur Lefebvre, prévoyait de prendre sa retraite progressivement au cours des 2 prochaines années. Il m'avait proposé une participation au capital de la clinique vétérinaire et l'accès à un petit gîte appartenant au cabinet pendant que je déciderais où je voulais vivre. J'y avais tardé à lui donner une réponse parce que racheter la clinique semblait énorme. Vendre ma maison semblait encore plus énorme. Mais assise dans cette belle pièce pendant que ma sœur planifiait où placer les livres scolaires de sa fille et que mon père m'assignait au canapé, la décision a soudainement semblé simple. La maison était à moi. Cela signifiait que je pouvais la vendre. Sophie est venue à minuit, vêtue d'un legging, d'un manteau en laine sur son pyjama, avec l'expression d'une femme qui avait entendu assez des histoires sur ma famille pour comprendre que poser trop de questions ne ferait que perdre du temps. Nous avons bu du café sur l'îlot de ma cuisine et nous avons créé l'annonce. J'y avais déjà des photos professionnelles de la rénovation. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine modernisée, sous-sol fini, jardin clôturé, rue calme, prête à emménager, offre au comptant priorisé, clôture sous 14 jours préférés. À 2h30 du matin, l'annonce était en ligne. À 6h45, Sophie m'a envoyé un message pour dire qu'elle avait déjà 3 demandes de visite, un investisseur au comptant, un couple qui déménageait pour le travail et un acheteur représenté par un agent en qui elle avait confiance. Elle a dit qu'elle installait le panneau maintenant. Je me tenais à la fenêtre de l'étage en peignoir et je l'ai regardé planter le poteau dans ma pelouse avant. Le panneau semblait presque joyeux sur la neige. À vendre. Le téléphone a sonné à 7h12. Ma mère. J'y ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. J'y ai dit bonjour. Elle a demandé d'un ton exigeant ce qu'il y avait sur ma pelouse. Sa voix était si forte que j'y ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. J'y ai répondu que je supposais qu'elle parlait du panneau. Elle a demandé pourquoi il y avait un panneau à vendre devant ma maison. J'y ai dit parce que la maison était à vendre. Il y a eu un silence stupéfait. Ma mère passait par ma rue tous les jours de la semaine pour aller travailler au cabinet dentaire. Elle imaginait ralentir dans sa petite voiture argentée, son café dans le porte-gobelet, fixant le panneau comme si quelqu'un avait placé une pierre tombale dans mon jardin pendant la nuit. Elle a demandé si je vendais ma maison.
J'y ai dit oui. Elle a demandé depuis quand. J'y ai dit depuis hier soir. Elle a demandé si mon père le savait. J'y ai dit que je ne lui avais pas parlé ce matin. Elle a demandé ce qu'il en était des Élodie. J'y ai demandé ce qu'il y avait avec elle. Ma mère a laissé échapper un son étranglé. Elle a dit que ce n'était pas drôle. J'y ai dit que j'y étais d'accord. Elle a affirmé que je ne pouvais pas vendre ma maison à cause d'une seule conversation au dîner de Noël. J'y ai répondu que je pouvais vendre ma maison pour n'importe quelle raison. Elle a ajouté que ma sœur avait déjà donné son préavis à son propriétaire. Cela m'a fait me redresser quand ma mère a hésité. J'y ai demandé quand elle l'avait fait. Ma mère a marqué une autre pause avant de dire la semaine dernière. J'y ai fixé le mur de la cuisine. Élodie avait donc mis fin à son bail avant de me parler. Elle avait supposé que j'y aiderais. J'y ai dit qu'elle avait supposé correctement et que je l'aidais à comprendre le danger de faire des plans avec des biens qui ne lui appartenaient pas. La voix de ma mère s'est faite plus tranchante. Elle a dit que c'était cruel. J'y ai répondu que non, que le plus cruel était de promettre une chambre à Chloé dans la maison de quelqu'un d'autre et de faire de moi la méchante quand la réalité s'en mêlait. Elle a répété qu'elle avait besoin de stabilité. J'y ai dit qu'alors Élodie devait la lui fournir. Elle a rappelé que j'y avait 3 chambres. J'y ai répondu que j'y avait aussi une seule maison et que cela créait apparemment une confusion, alors je simplifiais la situation. Ma mère m'a raccroché au nez. À 7h28, mon père a appelé. J'y ai laissé aller sur la messagerie. À 7h31, Élodie a appelé. J'y ai aussi laissé aller sur la messagerie. À 7h40, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler la vitre. J'y ai ouvert pour trouver Élodie sur le perron, en jogging, manteau déboutonné et les mêmes bottes que la veille. Ses cheveux étaient attachés en un nœud décoiffé. Son visage était pâle de fureur. Elle a hurlé pour savoir ce qui n'allait pas chez moi. Un rideau a bougé dans la maison d'en face. Je suis sortie et j'y ai refermé la porte derrière moi. Je lui ai dit de baisser d'un ton. Elle a dit que j'y avais mis la maison en vente. J'y ai dit oui. Elle a dit que je ne pouvais pas faire ça. J'y ai dit que c'était déjà fait. Elle a affirmé que nous avions un plan. J'y ai répondu qu'elle avait un plan. Elle a rappelé que j'y avais dit d'accord. J'y ai dit que j'y avais dit d'accord parce que j'y en avais assez d'expliquer la notion de propriété de base à 3 adultes pendant le dîner de Noël. Elle m'a dévisagé. Elle a dit que je vendais toute ma maison juste pour elle embêter. J'y ai répondu que non, que je vendais ma maison parce que j'y avais réalisé que le fait d'en être propriétaire lui faisait croire qu'elle avait le droit de l'occuper. Elle a demandé où Chloé était censée aller avec elle. Elle a ajouté que son bail se terminait la semaine prochaine. J'y ai suggéré de le renouveler. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas payer l'augmentation. J'y ai dit de trouver un appartement plus petit. Elle est restée bouche bée. Elle a demandé si je m'entendais parler, que Chloé avait besoin de sa propre chambre. J'y ai dit que j'y étais d'accord et qu'elle en avait une pour les 14 prochains jours. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Chloé se tenait là dans son manteau, elle est effrayée. Élodie s'est retournée. Elle lui a dit qu'elle lui avait dit d'attendre dans la voiture. Chloé a dit doucement qu'elle avait besoin des toilettes. Je me suis immédiatement écartée. J'y ai dit bien sûr et de rentrer, ma chérie. Quand la porte s'est refermée, j'y ai regardé ma sœur. Je lui ai dit de ne pas la mêler à ça. Les yeux d'Élodie ont brillé. Elle a dit qu'elle était déjà dedans et que j'y étais en train de la rendre sans abri. J'y ai répondu que non, qu'elle avait renoncé à son bail sans permission pour emménager chez moi, qu'elle avait pris cette décision. Elle a demandé si j'y allais vraiment choisir l'argent plutôt que ma nièce. C'était là, la lame familière polie par des années d'utilisation. J'y ai croisé les bras contre le froid. J'y ai rappelé que j'y avais payé son loyer, sa caution, les frais de classe de mère de Chloé, ses fournitures scolaires, ses soins dentaires et ses fêtes des anniversaires. J'y ai dit que je lui avais transféré de l'argent si souvent que mon application bancaire suggérait automatiquement son nom à l'ouverture.
J'y ai dit de ne pas rester sur mon perron en prétendant que j'y avais échoué envers sa fille parce que je refusais de dormir sur un canapé dans une maison que j'y avais achetée. Son expression a changé seulement une seconde. Ce n'était pas de la culpabilité mais du calcul. Elle a dit que je ramenais toujours tout à elle argent. J'y ai répondu que c'était parce qu'elle me demandait toujours de elle argent. Elle a dit que la famille était censée s'entraider. J'y ai demandé de citer la dernière fois qu'elle m'avait aidé. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'y ai attendu. Des flocons de neige se prenaient dans ses cheveux. Elle a fini par dire que je n'avais pas besoin d'aide, que j'y avais ma carrière, mes économies, cette vie parfaite. J'y ai failli rire. J'y ai dit que ma vie n'était pas apparue par magie, Élodie. J'y ai dit que je l'avais construite en nettoyant des cages à l'université, que j'y avais étudié en travaillant de nuit, que j'y avais remboursé mes prêts étudiants pendant qu'elle changeait de travail tous les 6 mois parce que ses managers étaient soi-disant jaloux d'elle. J'y ai dit que j'y avais gagné chaque coin paisible de cette maison. Elle a demandé si je pensais être mieux qu'elle. J'y ai dit non, que je pensais être responsable de moi-même. Chloé est ressortie 1 minute plus tard. Ses joues étaient roses à cause du froid. Elle évitait de nous regarder toutes les deux. Je me suis accroupie pour fermer son manteau correctement. J'y ai demandé si elle allait bien. Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient brillants. Elle a dit que maman avait dit qu'elle allait avoir ma jolie chambre. J'y ai dégluti. J'y ai dit que je savais. Elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. La question m'a frappé plus fort que tout ce que Élodie avait pu dire. J'y ai dit non, absolument pas, qu'elle n'avait rien fait de mal, que les adultes avaient fait une erreur et que ce n'était pas à elle de la réparer. Derrière elle, Élodie a détourné le regard. À midi, Sophie avait programmé 6 visites. Le soir, nous avions 2 offres au comptant. La plus solide venait d'un enseignant à la retraite nommé Monsieur Fournier, qui se rapprochait de sa fille après le décès de sa femme. Il aimait la chambre du rez-de-chaussée parce que ses genoux n'étaient pas bons. Il aimait le jardin clôturé parce qu'il prévoyait d'adopter un chien, et le coin lecture parce que sa petite fille venait le week-end. Son offre était propre. Pas de conditions de financement, pas de demande de réparation, clôture en 14 jours. J'y ai accepté. Le lendemain matin, mon père est arrivé à ma clinique. J'y étais dans la salle de soins en train d'examiner un charreau nommé Gribouille qui avait décidé d'attaquer un ruban de Noël et avait perdu la bataille. Mon assistante Julie s'est penchée dans l'encadrement de la porte. Elle a dit doucement qu'un homme à la réception demandait à me voir et disait être mon père. J'y ai fermé les yeux 1 seconde. J'y ai dit de lui dire que j'y étais avec un patient. Elle a répondu qu'il disait qu'il attendrait. Mon père a attendu 45 minutes. Quand je suis enfin entrée dans le hall, il se tenait près du présentoir des brochures de soins dentaires pour animaux dans son long manteau de laine, visiblement irrité que le monde ne se soit pas arrêté pour lui. Il a dit que nous devions parler. J'y ai dit que j'y avais 10 minutes avant mon prochain rendez-vous. Il a dit que ce n'était pas quelque chose dont on discutait en 10 minutes. J'y ai répondu qu'alors cela devrait attendre. Il m'a suivi dans la petite salle de consultation et a fermé la porte. Il a affirmé que ce que je faisais était irrationnel. J'y ai dit que j'y avais accepté une offre ce matin. Son visage a changé. Il a demandé quoi? J'y ai dit que l'acheteur signait dans 13 jours. Il a dit que je devais annuler. J'y ai dit non. Il a dit, Camille, arrête de te comporter comme une enfant. Je me suis appuyée contre le comptoir. J'y ai dit que ce n'était pas moi qui donnais la chambre de quelqu'un d'autre. Sa mâchoire s'est serrée. Il a dit que ma sœur luttait. J'y ai répondu qu'elle luttait depuis 1 décennie, qu'elle était une mère célibataire, qu'elle recevait une pension alimentaire depuis 9 ans, qu'elle travaillait et qu'elle avait des options, mais que ce qu'elle n'avait pas, c'était le droit de prendre ma maison. Il a dit que personne ne prenait ma maison. J'y ai rappelé qu'il m'avait dit de dormir sur le canapé temporairement pour que Élodie puisse avoir ma chambre et Chloé la chambre que j'y avais rénovée pendant quelques mois et Marc. Mon père a froncé les sourcils. Il a demandé ce qu'il en était de Marc. J'y ai dit que Élodie avait dit qu'il pourrait emménager plus tard. Pour la première fois, mon père a eu l'air surpris.
Il a dit qu'Hélène n'avait pas mentionné cela. J ai dit bien sûr que non. Il a regardé vers la porte, puis M a regardé de nouveau. Il a affirmé que J exagérait les proportions. J ai dit non, papa, que je mettais fin au cycle. Il a demandé quel cycle. J ai répondu celui où Élodie prend une décision imprudente, maman panique, tu me traites d'égoïste et je paie pour résoudre le problème. Son expression s'est durcie. Il a dit que nous étions ma famille, qu'il savait que je gagnais bien ma vie et que je vivais seule dans une maison de 3 chambres. J ai dit je sais. Il a demandé de lui expliquer pourquoi aider ma sœur était un sacrifice si insupportable. Je l'ai regardé. J ai dit parce que ce n'était jamais un sacrifice pour la personne qui demande. Il a ouvert la bouche, mais J ai continué. J ai rappelé que J avait payé 5 000 € pour les soins dentaires de maman quand l'assurance ne couvrait pas tout. J ai dit que J avait payé pour la réparation de sa transmission. J ai rappelé les 3 500 € pour la caution des Élodie, les 4 mois de loyer après sa perte des emplois, les frais de classe de mère de Chloé par 2 fois, la formation de marketing des Élodie. J ai dit que je lui avais prêté de l'argent pour les taxes foncières il y a 3 ans et que je n'avais jamais demandé de remboursement. Mon père a bougé inconfortablement. J ai dit que J avais aidé cette famille pendant des années, volontiers la plupart du temps, mais qu'au moment où je dépensais enfin de l'argent pour moi-même, Élodie décidait que cela appartenait à sa fille et qu'il était tellement d'accord qu'il m'assignait au canapé sans même me demander. Son visage est devenu rouge. Il a dit que ma nièce était une enfant. J'y ai répondu que oui, c'était pour cela qu'elle méritait une mère qui planifie de manière responsable et des grands-parents qui arrêtent de lui apprendre que la stabilité signifie prendre la maison de quelqu'un d'autre. Mon père est parti sans dire au revoir. Ce week-end-là, les choses ont dégénéré. Élodie a posté un message vague sur les réseaux sociaux disant que certaines personnes accordaient plus de valeur au bien qu'à la famille et qu'il était difficile d'expliquer la cruauté des adultes à un enfant innocent. Plusieurs membres de la famille m'ont appelé. Tante Martine a dit que j'y étais dramatique. Ma cousine Aurélie a suggéré de retarder la vente jusqu'à ce que Élodie trouve un endroit. Ma mère m'a envoyé des annonces pour des appartements de 2 chambres comme si j'y étais l'assistante personnelle d'Élodie. Puis, le dimanche matin, alors que j'y emballais de la vaisselle dans des cartons, j'y ai entendu un véhicule reculer dans mon allée. J'y ai regardé par la fenêtre. Élodie était arrivée avec une camionnette de location. Marc était avec elle. Ma mère et mon père aussi. Pendant un moment, je suis restée là, tenant une pile des assiettes enveloppées dans du papier journal, incapable de croire ce que je voyais. Marc a ouvert l'arrière de la camionnette. À l'intérieur, il y avait des cartons, un matelas, la chaise de bureau rose de Chloé, 2 grandes valises. Je suis sortie sans mettre de manteau. J'y ai demandé ce qu'il faisait. Élodie a claqué la porte du passager. Elle a dit qu'elle installait ses affaires avant que je ne fasse quelque chose d'encore plus irresponsable. J'y ai dit que la maison était sous contrat. Elle a dit d'annuler. J'y ai dit non. Marc s'est frotté les mains à cause du froid. Il a dit qu'on était tous émotifs et qu'on devrait peut-être parler à l'intérieur. J'y ai dit qu'il n'entrait pas dans ma maison. Ses sourcils se sont levés. Il a demandé si j'y étais sérieuse. Mon père s'est avancé. Il a dit que ça suffisait et que c'était allé trop loin. J'y ai dit que j'y étais d'accord. Ma mère avait l'air épuisée. Elle m'a supplié. Elle a dit que Élodie n'avait nulle part d'autre où aller. J'y ai dit qu'elle avait un appartement jusqu'à la fin du mois. Ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas payer le renouvellement. J'y ai dit qu'elle devait alors trouver quelque chose qu'elle pouvait payer. Élodie a montré la camionnette. Elle a dit qu'ils avaient déjà payé pour cette location. J'y ai dit que c'était une autre mauvaise décision. Son visage s'est tordu. Elle a commencé à me traiter d'égoïste froide. J'y ai dit de ne pas finir cette phrase. Quelque chose dans ma voix a arrêté. Je suis allée vers le clavier à côté du garage et j'y ai entré le nouveau code que Sophie m'avait suggéré de configurer après la mise en vente. La porte s'est soulevée de quelques centimètres, puis elle s'est arrêtée quand j'y ai appuyé de nouveau sur le bouton. J'y ai dit que j'y avais changé les serrures hier.
J'y ai précisé que leur vieille clé des urgences ne fonctionnait plus, que le code du garage ne fonctionnait plus et que les caméras de sécurité enregistraient. J'y ai ajouté que l'acheteur envoyait un inspecteur cet après-midi et qu'il devait partir. Mon père m'a regardé comme si j'y étais devenu méconnaissable. Il a demandé si j'y avais changé les serrures pour ma propre famille. J'y ai répondu que j'y avais changé les serrures de ma maison. Chloé était assise sur le siège arrière de la voiture des Élodie, son visage à peine visible à travers la vitre. Cette vue m'a raffermi. J'y ai baissé la voix. J'y ai dit que je dirais cela une fois. J'y ai dit que Chloé était la bienvenue dans ma vie, que je la prendrais pour les week-ends quand ce serait organisé proprement, que j'y aiderais à payer ses frais de scolarité directement si elle avait besoin de quelque chose d'important. Mais qu'aucun d'eux ne l'utiliserait pour me forcer à céder ma maison. Élodie a croisé les bras. Elle a dit que je jouais à la tante généreuse tout en les laissant à la rue. J'y ai dit qu'il n'était pas à la rue. Elle a dit que je savais ce qu'elle voulait dire. J'y ai dit que oui, je comprenais enfin. Marc semblait de plus en plus mal à l'aise. Il a dit que Élodie lui avait dit que l'arrangement était déjà convenu. J'y ai dit que non. Il s'est tourné vers elle. Il a dit qu'elle avait affirmé que sa sœur avait proposé. Les yeux d'Élodie se sont rétrécis. Elle a dit qu'elle l'aurait fait tôt ou tard. Cette phrase a tout exposé. Ce n'était pas un malentendu, ni de la détresse, mais une stratégie. Pousser fort. Mêler Chloé. Rendre maman émotive. Laisser papa mettre la pression. Arriver avec des cartons. Créer une situation trop inconfortable pour que je puisse résister. Cela avait probablement fonctionné auparavant de manière plus discrète. Cette fois, il y avait un panneau à vendre sur la pelouse et un contrat signé sur le bureau de Sophie. Marc s'est éloigné de la camionnette. Il a marmonné qu'il ne se mêlait pas de ça. Élodie s'est tournée vers lui. Elle a dit qu'il était déjà impliqué. Il a répondu que non, qu'elle lui avait dit qu'ils emménageaient temporairement dans une propriété familiale et non qu'elle expulsait sa sœur de sa propre chambre. Elle a dit que ce n'était pas comme ça. Il a regardé vers moi, embarrassé. Il a dit que cela ressemblait exactement à ça. Il est parti 10 minutes plus tard avec un chauffeur privé. Élodie a pleuré. Ma mère m'a blâmé. Mon père a dit que j'y avais humilié tout le monde. Je me suis tenue dans l'allée, en chaussettes, gelées, et je les ai regardés ne rien décharger. La camionnette est repartie pleine. 13 jours après Noël, j'y ai signé les documents de clôture. Monsieur Fournier m'a serré la main avec ses deux mains. Il a dit qu'il espérait que je savais à quel point il appréciait cela. Il a ajouté que sa petite fille avait déjà réclamé le siège près de la fenêtre à l'étage. J'y ai souri. J'y ai dit que c'était un bon endroit pour lire. Il a dit qu'il pensait aussi à prendre un chien, quelque chose de vieux et calme, peut-être un sauvetage. Cela m'a fait sourire vraiment. J'y ai dit de m'appeler à la clinique quand il serait prêt, que je connaissais plusieurs chiens qui méritaient une maison tranquille. À la fin du mois de janvier, j'y avais emménagé dans le gîte près du cabinet vétérinaire. C'était plus petit que ma maison, 2 chambres, une cuisine étroite, un petit jardin clos avec un pommier tordu et un banc en bois en dessous. Le premier soir, je me suis assise par terre dans le salon entouré de cartons à moitié ouverts, mangeant des nouilles dans un récipient à emporter parce que je n'avais pas encore déballé les assiettes. Cela aurait dû ressembler à une perte. Au lieu de cela, j'y ai mieux dormi que depuis des années. Le docteur Lefebvre et moi avons finalisé l'accord de partenariat en mars. Pour la première fois de ma carrière, je ne travaillais pas simplement des heures sans fin pour un salaire. J'y aidais à façonner l'avenir de la clinique. J'y ai embauché un autre technicien, étendu nos horaires des urgences et lancé un petit fonds pour les propriétaires qui ne pouvaient pas payer les traitements urgents pour leurs animaux. J'y ai aussi adopté un chien. Elle s'appelait Mabel, un mélange de biglagé avec des yeux voilés, de l'arthrite et une aine irraisonnée pour les camions de livraison. Elle dormait sous le pommier quand il faisait beau et me suivait de pièce en pièce comme pour s'assurer que je ne disparaissais pas. Élodie a trouvé un appartement de 2 chambres à 20 minutes de l'école de Chloé. C'était plus petit que l'endroit qu'elle avait quitté, mais c'était propre et sûr.
Elle a pris des gardes supplémentaires au travail. Mark n'a pas emménagé. Dès après ce que ma mère m'a fini par dire, cette relation s'était terminée peu après l'incident de la camionnette. Apparemment, Mark avait eu l'impression que Elodie avait un plan de logement à long terme. Découvrir que son plan consistait à me retirer de ma propre chambre l'avait fait reconsidérer plusieurs choses. Pendant le premier mois, Elodie ne m'a pas parlé. Puis, Chloé m'a appelé depuis sa tablette. Elle a demandé si elle pouvait venir voir ma belle. J'y ai dit bien sûr. Elle a passé le samedi suivant au gîte. Nous avons fait des cookies. Nous avons promené ma belle lentement autour du pâté de maison. Nous nous sommes assises sous le pommier tordu en buvant du chocolat chaud pendant que Chloé me parlait de l'école. Avant que Elodie ne vienne la chercher, Chloé a hésité près de la porte des entrées. Elle a dit que maman disait que j'y avais vendu la maison à cause d'elle. Je me suis mise à sa hauteur. J'y ai dit doucement que non, que vouloir quelque chose n'était pas mal, mais que les adultes devaient demander avant de faire des plans avec des choses qui appartiennent à des autres gens. Elle y a réfléchi. Elle a dit que maman aurait dû demander. J'y ai dit oui, et que grand-père n'aurait pas dû dire que je pouvais dormir sur le canapé. J'y ai souri malgré moi. J'y ai dit non, il n'aurait pas dû dire ça. Chloé m'a serré le cou. Elle a dit qu'elle aimait mieux mon gîte de toute façon parce qu'il y avait ma belle. Après son départ, je suis restée un long moment sur le pas de la porte à regarder la voiture d'Élodie disparaître au bout de la rue. Ma mère a fini par s'excuser, pas parfaitement, pas d'un seul coup. Elle est venue au gîte un dimanche en apportant un gâteau au citron et a traversé les pièces tranquillement, remarquant qu'il n'y avait pas de canapé prêt à engloutir ma vie, pas de bagages familiaux empilés dans les coins, aucune preuve que je m'étais ruinée en refusant d'être utile. Elle a avoué qu'elle pensait que je changerais d'avis. J'y ai dit que je savais. Elle a dit qu'elle pensait que je me calmerais et que je réaliserais que vendre la maison était extrême. J'y ai dit que c'était extrême. Elle a eu l'air surprise, mais j'y ai ajouté que c'était aussi nécessaire parce qu'aucun d'eux ne me croyait quand je disais que la maison était à moi. J'y ai dit que la seule limite qu'il comprenait était une date de signature chez le notaire. Ma mère a regardé ses mains. Elle a dit qu'il n'aurait pas dû me mettre dans cette position. J'y ai dit non, que je m'inquiétais pour Elodie. Elle a dit elle aussi. J'y ai répondu que s'inquiéter pour elle n'était pas la même chose que de la sauver de chaque conséquence. Ma mère a hoché la tête lentement. Mon père a pris plus de temps. Il ne s'est pas excusé directement. Ce n'était pas son style, mais plusieurs mois plus tard, le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un message. Il a écrit qu'il était passé devant l'ancienne maison ce jour-là, qu'il y avait un chien dans le jardin et que le nouveau propriétaire semblait prendre soin de l'endroit. Il a ajouté qu'il comprenait pourquoi je l'avais fait, même s'il ne le comprenait pas sur le moment. J'y ai lu le message 2 fois, puis j'y ai répondu merci. Ce n'était pas un pardon pour tout. Ce n'était pas une réconciliation dramatique. C'était le début. Quant à Elodie, notre relation a changé de façon permanente. Elle a arrêté de me demander de l'argent. La première fois que Chloé a eu besoin de nouvelles lunettes, Elodie a mentionné le coût pendant un appel téléphonique puis a ajouté rapidement qu'elle ne demandait rien et qu'elle avait déjà budgétisé pour cela. C'était une petite phrase, mais elle m'a dit qu'elle avait compris. Peut-être pas tout, peut-être pas complètement, mais assez. Parfois, je pense à la pièce que j'y avais rénovée. J'y imagine les murs versos et les rideaux en lin. J'y imagine la petite fille de Monsieur Fournier blottie sur le siège de la fenêtre avec un livre pendant qu'un vieux chien de sauvetage dort sur le sol à côté. Je ne regrette pas d'avoir dépensé 18 000 € pour cette pièce. Je ne regrette pas non plus de l'avoir laissée derrière moi. La rénovation m'a appris quelque chose que j'y aurais dû apprendre des années plus tôt. La paix coûte cher non seulement parce que les parquets en chêne et les étagères sur mesure coûtent de l'argent, mais la paix coûte cher parce qu'une fois que les gens deviennent à l'aise en bénéficiant de votre silence, vous protéger vous-même leur semblera toujours cruel. Pendant des années, j'y ai pensé qu'être la fille fiable signifiait résoudre chaque urgence. J'y ai pensé qu'être une bonne sœur signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui me appartienne entièrement. J'y ai pensé qu'aimer ma nièce signifiait permettre à sa mère d'utiliser mon affection comme un levier. J'y avais tort.
La stabilité n'est pas de prendre la chambre de quelqu'un d'autre. La famille n'est pas un laissez-passer pour ignorer les limites. Et la générosité ne se mesure pas à la discrétion avec laquelle vous laissez les gens vous effacer. Ce Noël-là, ma famille m'a dit que je pouvais dormir sur le canapé dans ma propre maison. Au lever du soleil, la maison était à vendre. 14 jours plus tard, j'y ai remis les clés. Pour la première fois de ma vie, j'y ai gardé quelque chose de bien plus précieux, le droit de décider où je me trouvais chez moi. Cette histoire nous rappelle une leçon fondamentale sur les relations humaines et familiales que beaucoup d'entre nous ont tendance à oublier dans le tourbillon des obligations. Camille n'a pas seulement vendu une maison, elle a racheté sa propre dignité et son droit au respect. Trop souvent, dans les familles, un membre devient le pilier sur lequel tout le monde s'appuie sans jamais se demander si ce pilier est fatigué ou s'il a des besoins propres. On appelle cela de la générosité, mais quand elle est exigée et non offerte, cela devient de l'exploitation. La réaction de Camille peut sembler radicale, mais elle souligne une vérité brutale. Parfois, pour que les gens voient enfin les limites que vous essayez de poser, vous devez supprimer l'objet même de leur convoitise. La paix intérieure et le respect de soi n'ont pas de prix, et les obtenir demande parfois de faire des choix déchirants qui nous obligent à nous redéfinir en dehors du rôle de sauveur que les autres nous ont assigné. Camille a compris que sa valeur n'était pas liée à sa capacité à éponger les erreurs de sa sœur, mais à sa capacité à se respecter elle-même. En fin de compte, elle a offert à sa famille, et surtout à sa sœur, le plus grand des cadeaux, la responsabilité de leur propre vie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que la décision de Camille de vendre sa maison si rapidement était justifiée par l'attitude de sa famille, ou pensez-vous qu'elle aurait dû essayer de discuter davantage malgré leur insistance ? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour faire respecter vos limites personnelles au sein de votre propre famille ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela aide énormément la communauté à se soutenir face à ce genre de situation complexe.